Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique qui nous vient de la Côte d'Ivoire, ancien Premier ministre, président du Conseil régional de Moronou, député et président du FPI, le Front populaire ivoirien, M. Pascal Affi-N'Guessan est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Il souffle sur la Côte d'Ivoire un vent politique un peu violent, un vent de pré-campagne électorale où on voit les acteurs politiques sur pied de guerre, les invectives par médias et meetings interposés vont bon train. Comment est-ce que vous vivez tout cela? Mais nous vivons cela comme tout leader politique qui s'engage lui aussi dans la campagne de 2020. Mais nous vivons avec suffisamment de vigilance parce qu'il ne faudrait pas que ces joutes politiques-là débouchent sur de nouvelles violences, une nouvelle crise en 2020. Oui. Et donc c'est l'inquiétude de la plupart des acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Comment faire pour que tout cela ne dérape pas et que nous ayons des élections apaisées en 2020. Mais comment faire pour que tout cela ne dérape pas? C'est le souhait de la question que se pose tout acteur politique, mais personne n'a la maîtrise de ce qui adviendra demain parce qu'on ne sent pas les uns et les autres avoir de réserve, avoir des limites. Mais il faut que certains acteurs, comme nous par exemple, que nous jouons le jeu de la stabilisation, le jeu de la paix, de la stabilité et d'élections transparentes et apaisées. Et donc c'est ce que nous faisons et nous espérons que les différents acteurs tireront les leçons de 2010 et feront en sorte que la Côte d'Ivoire ne bascule pas encore une fois dans la violence. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Mais ce qu'on constate surtout, c'est que les acteurs se rejettent la balle. Ça que disent que c'est la faute de l'autre, l'autre dit non, ce n'est pas sa faute. Chacun a un rôle à jouer. Oui. Il appartient aux autorités gouvernementales, aux partis au pouvoir, de jouer sa partition. Il a un rôle important, par exemple, pour définir les règles électorales, pour préserver la démocratie, pour éviter les arrestations arbitraires comme nous l'observons à l'heure actuelle, pour jouer le jeu de la réconciliation nationale, c'est-à-dire renoncer à certaines initiatives comme celle qui vient d'être prise en direction de la Cour pénale internationale. Ce sont des actes qui ne favorisent pas la paix, la stabilité et la sérénité. Et j'espère que assez rapidement, ces autorités comprendront que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt du régime, c'est d'aller à la décrispation, à la normalisation et à la stabilisation du pays. Mais quand on a vécu la crise post-électorale avec ces milliers de morts, comment est-ce qu'on en est arrivé là encore pour qu'on soit aujourd'hui à craindre une nouvelle descente aux enfers? Non, mais d'abord, il faut dire que le contexte préélectoral habituellement se prête à ce genre de situation. Évidemment, dans le cas de la Côte d'Ivoire, étant donné l'expérience douloureuse que nous avons vécue, il est bon que cette expérience, ce contexte-là, soit prise en compte par les différents acteurs. Que nous sachions qu'il y a 10 ans, nous avons connu une situation très difficile et que si nous voulons en sortir définitivement, il y a un certain nombre de précautions à prendre, il y a un certain nombre d'attitudes à adopter et que tout ce qui peut réveiller les vieux démons, tout ce qui peut être source d'instabilité, de violence, nous devons tout faire pour les écarter. Et je crois que c'est notre rôle en tant que responsable politique et je crois qu'aujourd'hui les Ivoiriens ne sont pas prêts justement à recommencer l'expérience de 2010. Et si certains acteurs politiques s'engagent dans la voie de la violence, je ne suis pas sûr qu'ils trouveront des troupes pour les accompagner dans cette voie. En tout cas, nous allons revisiter quelques faits d'actualité tout à l'heure. Mais avant, on va regarder un peu les indicateurs économiques. En tout cas, les indicateurs économiques placent la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs élèves sur le continent. Mais dans le même temps, on voit les populations qui continuent de pleurnicher. Qu'est-ce qui ne va pas, quoi? Mais ce qui ne va pas, c'est que la vie d'un pays ne se limite pas à des indicateurs économiques. La vie se concentre principalement sur la résolution des problèmes sociaux des populations, des problèmes d'emploi, des problèmes de sécurité, des problèmes d'éducation, de santé, etc., etc. Mais quand on est économiquement fort, on a les moyens de pouvoir régler les problèmes. Oui, mais l'exemple de la Côte d'Ivoire montre bien qu'il ne suffit pas d'avoir des croissances, même à 2 chiffres, pour que le peuple soit heureux. Et qu'il faut savoir orienter la croissance. Que la croissance, d'abord, profite directement aux populations, que la croissance contribue à assainir l'économie, et non une croissance qui est tirée par l'emprunt extérieur, par des investissements et dont les retombées pour le pays sont très faibles. L'ancien président Henri Konan Bédié dit ceci, citation, « Le pouvoir d'achat, malgré les taux de croissance annoncés pompeusement, est de plus en plus faible et de nombreuses familles sont vouées à la précarité, voire la mendicité. » Fin de citation.
Comment est-ce que cela sonne dans vos oreilles? Mais nous sommes totalement d'accord avec le président et je crois que c'est le sentiment de l'ensemble des Ivoiriens. C'est que la croissance ne profite pas à la Côte d'Ivoire. C'est que la croissance ne produit pas des emplois pour les jeunes. La croissance ne permet pas d'améliorer substantiellement le budget de l'État pour que l'État soit en mesure de faire face aux problèmes des enseignants du supérieur, des étudiants, des élèves et des enseignants du secondaire, etc., etc. Mais la croissance produit de la richesse quand même. La croissance ne produit pas de la richesse pour les populations. La croissance produit des chiffres, mais ne produit pas de richesse, ne produit pas de revenus. Pourquoi? Parce que cette croissance n'est pas axée sur l'économie nationale. Cette croissance est axée sur l'emprunt extérieur qui retourne à l'extérieur, sur les investissements publics et dans les infrastructures qui financent les entreprises multinationales et des employés, du personnel qui est recruté à l'extérieur. À telle enseigne que l'argent vient transiter par la Côte d'Ivoire. Et c'est en transitant qu'on parle de croissance. Mais l'argent ne reste pas en Côte d'Ivoire. Mais la croissance aujourd'hui est comme un élément fondamental pour les économies africaines, pour mesurer la santé de l'économie. Est-ce à dire que les institutions financières qu'ils ont envoyées sur ce chemin-là nous ont trompés, c'est cela? Non, mais ça veut dire qu'il faut avoir la bonne appréciation de la croissance. La croissance, c'est quoi? La croissance, c'est soit l'investissement, soit la consommation. Ce sont les deux piliers, les deux mamelles de la croissance. Lorsque la croissance est tirée par les investissements et que ces investissements ne profitent pas à l'économie, ce ne sont pas des entreprises qu'on crée à l'intérieur du pays pour embaucher, pour transformer les produits nationaux, pour mettre les Ivoiriens au travail, mais qu'il s'agit de milliards qui viennent financer des travaux publics qui sont exécutés par des entreprises extérieures, étrangères. Donc, l'argent est capté par ces entreprises et rapatrié de Côte d'Ivoire vers leur base. À partir de ce moment-là, il y a croissance. À partir du moment où il y a beaucoup d'argent qui rentre et beaucoup d'argent investi dans des entreprises. Mais est-ce que l'argent rentre? Est-ce que cet argent sert à payer des manœuvres des employés, des cadres en Côte d'Ivoire ou au contraire à payer des expatriés? Est-ce que cet argent sert à payer de la matière première en Côte d'Ivoire ou à acheter des matières premières qui viennent de l'extérieur? Donc, lorsque la croissance est assise sur ce genre de projet, elle ne profite pas au pays, puisqu'il s'agit d'un simple transit. Voilà. L'argent rentre et sort. Et ce qui reste est tellement faible que cela ne booste pas l'économie nationale. Cela ne permet pas d'engranger des ressources pour l'État, d'engranger des emplois pour les jeunes, etc., etc. Il faut que la croissance soit assise à la fois sur l'investissement national et sur la consommation nationale. Que cela donne de pouvoir d'achat aux Ivoiriens, parce que ce sont eux qui consomment, et quand ils consomment, alors cette croissance peut profiter à l'ensemble du pays. Ce qui est sûr, c'est le président Alassane Ouattara qui a présidé aux destinées de la Côte d'Ivoire ces dernières années, et au moins il a eu le mérite de porter ce taux de croissance à ce niveau. C'est une initiative à saluer, même si les populations ne s'en réjouissent pas autrement. Les économistes nous disent, attention, on a là de bons taux de croissance aujourd'hui, mais demain ça va générer quand même de la richesse et des emplois et un certain nombre de choses pour les populations. Mais je profite pour vous demander, bientôt 10 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, quel regard vous portez sur le bilan d'Alassane Ouattara? Mais pour nous, ce bilan est négatif. Il est négatif parce qu'il n'a pas ciblé les grandes problématiques du pays. Ce que la Côte d'Ivoire doit rechercher dans un premier temps, c'est la paix, la stabilité, l'unité nationale, la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas construire un pays dans la division. On ne peut pas construire un pays lorsque la question de la réconciliation nationale, après la grave crise de 2010, n'est pas réglée. Or, sur ce terrain-là, c'est un échec total. Échec total aussi sur le plan de la gouvernance. Avec la corruption a atteint des sommets inimaginables. Avec la mauvaise gouvernance, avec le rattrapage, où c'est seulement une partie de la population qui est mise au travail, où beaucoup d'Ivoiriens se sentent étrangers dans leur propre pays, se sentent orphelins vis-à-vis des institutions de l'État, parce que ces institutions-là ne sont pas impartiales, ne sont pas neutres, et ne traitent pas l'ensemble des Ivoiriens sur un pied d'égalité. Mais donc, sur le chantier de la réconciliation, justement. Et sur le plan social aussi. Mais qu'aurait-on fait concrètement? Qu'aurait-on pu faire concrètement sur le chantier de la réconciliation pour que les Ivoiriens disent effectivement on est en train d'aller vers la réconciliation? Ce qu'il aurait fallu faire, c'est agir d'abord pour que tous les prisonniers politiques soient libérés, y compris le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ah non, attention, le sort du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ce n'est plus du ressort de l'État ivoirien, bien entendu. Oui, c'est vous qui le dites.
Mais l'État ivoirien peut tout faire pour ses compatriotes. Ah bon, l'État ivoirien est si puissant. Même si ce n'est pas du ressort, qu'on voit qu'il y a des tentatives et qu'on se rende compte que le pouvoir a des difficultés, est bloqué parce que cette situation ne dépend pas des autorités ivoiriennes. Mais on ne sent rien. Au contraire, lorsqu'on voit agir ces autorités, c'est pour aggraver la situation, c'est pour mettre de l'huile sur le feu, comme cette initiative qui a été prise pour demander à la CPI de ne pas mettre en liberté le président Gbagbo et Charles Blé Goudé. Alors que cette juridiction vient de dire que ces deux citoyens ivoiriens sont acquittés, qu'ils sont déchargés de toute responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Donc ce sont des actes qui montrent bien qu'on travaille contre l'unité nationale, contre la réconciliation nationale, et dans ce cas-là, on ne peut pas travailler pour le progrès, puisque les Ivoiriens ne sont pas tous logés à la même enseigne en Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan, on s'achève une nouvelle élection présidentielle. Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on ait une élection qui ne souffrira d'aucune contestation? Entre autres questions que nous allons aborder dans la suite de cette émission, nous allons d'abord marquer une pause. Restez avec nous, chers téléspectateurs. On vous retrouve dans quelques instants.